Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. On n'est plus dans la production journalistique, on est dans autre chose. C'est une vision du journalisme aux ordres. Oui, c'est la brutalité totale. Enfin, tout le monde s'accorde à le décrire comme ça. On s'est rendu compte qu'on était 30 ou 40 journalistes différents, de différents médias, toutes sensibilités confondues, à avoir été attaqués par Vincent Bolloré. De manière quasi systématique, il attaque tous les médias et tous les journalistes qui souhaitent enquêter pour mettre en lumière ces pratiques problématiques. En termes de massacre de l'information, d'instrumentalisation de l'information, de propagande, la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie est absolument terrible. Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres. Parce qu'on a pu voir dans d'autres médias dont il a pris le contrôle, la manière dont ça s'était passé, la grande grève d'e-télé qui nous avait tous beaucoup marqués dans le métier. Et c'est ça qu'on ne voulait pas qu'il arrive à Europe 1 et c'est ça qu'on redoutait. On a aperçu assez vite que le plan de départ qui visait à réduire les effectifs de la radio et son train de vie, puisque c'était de ça dont il était question, devrait être aussi l'occasion d'un changement éditorial et de la confection d'une radio low cost sur le plan des moyens donnés à l'information. Il y a sûrement plusieurs manières de faire l'information, mais il doit y avoir des fondamentaux qui restent et qui sont de vérifier des faits, de les décrypter et de les décrypter dans un souci de pluralisme et d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Ce qu'on a comme exemple sous les yeux, c'est CNews. C'est une soi-disant chaîne d'information qui en réalité est une chaîne d'opinion. Et donc il y a très peu d'informations en réalité. C'est vraiment des gens qui expriment une opinion extrêmement tranchée, pas dans la nuance, souvent peu informée. Ils ont fait une chaîne qui ne coûte pas cher et qui fait de l'audience. Donc pour un patron d'industrie, franchement, je pense que c'est parfait. Par contre, pour l'indépendance éditoriale et la notion qu'on se fait du journalisme, pas forcément, on va dire. C'est pas la couleur de l'idéologie qui nous effrayait, c'est simplement la façon de s'éloigner des principes du journalisme tel que Europe 1 le pratiquait depuis plus de 60 ans. Voilà. Quand ça arrive, c'est extrêmement douloureux parce que vous vous sentez très impuissant. L'ensemble des journalistes, enfin l'immense majorité des journalistes a vécu ça un peu comme un braquage. C'est d'une violence. Aucune réponse. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a duré le temps que ça a duré, quoi. Plus d'un mois de grève pour qu'au final on soit, je sais plus combien, 120, une centaine à partir, quoi. C'est extrêmement violent, mais c'est sans doute les méthodes d'un raideur. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver dans une boîte, qui va couper toutes les têtes et puis qui va refaire son truc. Alors les rédactions sont pas habituées à ça, mais il va se retrouver avec des gens qui soit sont d'accord, soit n'osent pas parler, mais qui en tout cas sont mis au pas. Vincent Bolloré donc met son veto sur cette enquête. Donc on choisit la négociation. On se dit, allez, on va se battre pour qu'ils entendent raison. Il faut diffuser cette enquête, ce serait un fait très grave. Canal+ a la réputation d'être une chaîne libre. On négocie, on pense qu'on va y arriver. Sincèrement, on pense qu'on va y arriver. Et on n'y arrive pas. Donc en fait, pour résumer, cette histoire du Crédit Mutuel, c'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui croient en leur travail, qui croient en l'enquête, qui produisent une enquête journalistique de qualité et qui se font censurer par un grand patron en direct, sans crier garde en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'était pas du tout à imaginer la moindre intervention possible d'un grand patron dans cette histoire. On a été vraiment très surpris, le résultat c'est que on a tous été virés de Canal+.
L'information un peu impertinente, un peu indépendante, un peu enquêtée, ça on sent très bien que c'est pas du tout son truc. Donc l'investigation, il va la censurer, l'abîmer et finalement la supprimer en juin 2016. Les journaux télévisés de Canal, qui avaient un petit ton un petit peu moderne, ils sont supprimés également très rapidement après l'arrivée de Bolloré à la tête de la chaîne. Les Guignols, on vire les auteurs, Barthès est mis sous pression, le zapping est mis sous pression, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir une mémoire télévisuelle et de dire il s'est passé ça dans la télévision, c'est intéressant de le mettre en perspective avec d'autres événements, bah ça aussi ça dérange, donc en gros tout dérange. Vincent Bolloré n'en a rien à faire de l'image qu'il peut donner. Quelque chose ne lui plaît pas, il le retire de l'antenne. Une direction n'est pas exactement dans sa ligne ou ne veut pas servir exactement ce qu'il a en tête à ce moment-là, elle est décapitée. C'est une version totalitaire du journalisme. J'emploie à dessein ce terme. Vincent Bolloré a dit lui-même que la direction d'un groupe de cette taille nécessitait un peu de terreur. En fait, c'est pas du tout par hasard qu'il dit ça, c'est-à-dire que oui, c'est quelqu'un qui gère par la terreur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux oukases de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut, et donc les journalistes sont des petits soldats. Il se trouve que ce procès-là correspond à un tournant dans la stratégie de Vincent Bolloré, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Vincent Bolloré, le groupe Vincent Bolloré, va poursuivre quasiment systématiquement tous les journalistes, les associations ou les ONG qui vont évoquer ces activités africaines. Je pense que c'est normal qu'un grand patron comme Vincent Bolloré puisse attaquer un journaliste si jamais il s'estime diffamé. On peut pas raconter n'importe quoi dans nos articles et dans nos reportages, mais là on a l'impression que de la part de Vincent Bolloré, il y a un abus de procédure. J'ai eu au total 5 audiences face à Vincent Bolloré, 5 procès, on a gagné les 5. Basta a publié un article, une enquête sur l'accaparement des terres dans les pays du Sud, dans laquelle le groupe Bolloré était cité. On avait envisagé effectivement que cet article ne plairait pas à certaines multinationales et pour le moment, on n'a eu aucun problème avec aucune autre entreprise à part le groupe Bolloré. La procédure pour diffamation, ça lui suffit pas à Bolloré. Il va aussi vous attaquer devant le tribunal de commerce en expliquant que ce que vous avez fait, non seulement c'est diffamatoire, mais c'est même du dénigrement. Vous faites de la concurrence déloyale parce que vous-même vous êtes un média et vous ne supportez pas la manière dont lui pratique ses médias. Voilà. Ou alors, ça a été mon cas, vous attaquez devant une justice étrangère. En l'occurrence, moi j'ai été attaqué via la Socapalm, qui est une filiale du groupe Bolloré, devant le tribunal de Douala au Cameroun, dans un pays où la diffamation est punie d'une peine de prison ferme, 6 mois de prison, je crois, au maximum, et surtout de détention provisoire en attendant d'avoir un procès. Donc voilà, c'est, je pense, une des singularités de Vincent Bolloré, c'est de passer par tout un tas d'artifices procéduraux pour essayer de vous faire taire, en gros, en n'utilisant pas les procédures habituelles, à savoir le procès pour diffamation. Ce qu'on a trouvé problématique aussi dans cette procédure, c'est qu'on n'était pas seul sur le banc des accusés. Il y avait également avec nous Rue 89 et son directeur de publication Pierre Aski, qui était là pour avoir osé citer dans sa revue de presse notre article, notre enquête sur l'accaparement des terres et le rôle du groupe Bolloré dans ce processus. Et puis il y avait également des particuliers qui avaient comme unique tort d'avoir publié sur leur blog un lien hypertexte vers notre enquête. Donc vous imaginez bien l'angoisse que peuvent avoir un professeur des écoles à la retraite et un ébéniste qui se retrouve convoqué par le tribunal à Paris 2 fois de suite pour avoir publié juste un lien sur leur blog. Je ne pensais pas que M. Bolloré allait nous attaquer pendant la rédaction du livre. Ça a été une surprise. Me demandant à moi, personnellement, 750 000 € de dommages et intérêts. Nous sommes des travailleurs de terrain. Notre but est de récolter des faits, de recouper des faits, des sources, pour interroger les pouvoirs. Et bien sûr, donner la parole à ceux qui sont mis en cause dans les enquêtes que nous produisons. Chose que Vincent Bolloré ne fait pas. Quand vous lui demandez une interview, la plupart du temps, il vous envoie un huissier. Ou alors il vous fait un procès. Avant même que l'enquête soit sortie. Si je me souviens bien de la formulation de la lettre envoyée par le président de Vivendi à l'époque, j'aurais, par mes SMS et mes mails répétés, dérangé la bonne marche de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je ne faisais que le contradictoire, c'est-à-dire que je demandais l'avis des gens que je citais dans le livre pour qu'ils puissent me répondre. Donc 20 mails et 14 SMS, ce serait déranger la bonne marche de l'entreprise Vivendi. C'est me donner quand même beaucoup de pouvoir.
Si je compte bien, ça fait plus de 10 ans que j'ai des procédures judiciaires avec Vincent Bolloré. Ça ressemble à une histoire presque sans fin. J'ai été 5 fois opposé à lui dans des tribunaux français. Les 5 fois j'ai gagné, les 5 fois il a perdu. Et néanmoins, je sais que ça a coûté extrêmement cher à mon employeur, que France Télévisions en est à plusieurs centaines de milliers d'euros de frais de procédure. Et c'est pas quelque chose que je trouve normal. Ce qui nous a vraiment posé souci dans cette démarche, c'est l'acharnement dont il a fait preuve, le fait qu'il fasse appel d'une décision de justice, qu'il aille jusqu'en cour de cassation. On ne sait pas combien d'années ça va durer, on ne sait pas s'il va y avoir un procès ou s'il va y en avoir plusieurs, on ne sait pas combien ça va coûter à notre média. Donc c'est des incertitudes qui sont problématiques et qui sont des menaces vraiment pour notre travail. Si jamais son but était de gagner ses procès, il arrêterait peut-être d'en faire ou il essaierait d'être un peu plus solide d'un point de vue juridique. Il perd quasiment à chaque fois. En revanche, même quand il perd, il gagne en fait quelque part parce qu'au final, il a réussi à vous faire perdre du temps, à vous faire perdre de l'argent et surtout, il peut dissuader d'autres personnes d'enquêter sur lui. Je crois que derrière ces multiples procédures judiciaires, il y a une triple volonté, je résumerai ça en 3 mots, intimider, détourner et épuiser. On est vraiment dans des poursuites qui sont, pour moi, abusives, qui sont des poursuites bâillons, qui visent à ce que les médias se censurent ou s'autocensurent sur ces sujets qui sont sensibles pour le groupe Bolloré. Les procédures bâillons sont le bras armé de ce règne de la terreur. Donc vous prenez des risques éditoriaux et juridiques énormes en enquêtant sur Vincent Bolloré. Ça suffit à écraser toute velléité d'enquête chez 90 ou 95% de la population des journalistes qui aimeraient s'intéresser à Vincent Bolloré. Il faut comprendre que Vincent Bolloré, c'est pas l'information qui l'intéresse, c'est l'influence. Et donc, pour avoir une influence qui lui permet soit d'être ami avec les politiques, soit de signer des contrats en Afrique, eh bien, il faut qu'il donne l'impression qu'il a une influence médiatique importante. Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info, qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. Après tout, on peut se dire, Bolloré, il finance, il fait ce qu'il veut. Sauf que là, c'est de l'information. Donc c'est très important, évidemment. C'est-à-dire que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Sinon, il n'y a plus vraiment de démocratie. Ça dépasse largement juste l'enjeu d'Europe 1 ou juste l'enjeu de CNews. C'est vraiment le débat démocratique qui est en cause par le contrôle de certains médias, par un type d'idée, un camp politique. Et ça, c'est un vrai problème. La raison d'être et le modèle économique de certaines chaînes d'information, c'est pas de produire de la vérité, c'est pas de fabriquer de l'information, c'est de fabriquer de la discorde, de la polémique, ce qu'on appelle des clashs ou du buzz. Donc c'est d'une nature très différente. C'est pour ça que je parle d'un renversement historique de la fonction du journalisme. Je pense que Vincent Bolloré assume totalement d'instrumentaliser l'information. Et comme les politiques ne font pas appliquer les lois, en l'occurrence la loi Bloch, qui en principe interdit à un actionnaire d'entraver la liberté éditoriale pour protéger ses intérêts de businessman, et à force de laisser faire, les politiques ont laissé ces industriels mettre la main sur 95% des médias privés français, au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait aller briguer le suffrage des électeurs en France aurait beaucoup de mal à se passer de ces médias privés et donc est obligé de montrer patte blanche. Donc la démocratie est dévoyée gravement parce que les politiques n'ont pas juste imposé une autorité publique qui défend l'intérêt général. Donc en fait, remettre au centre du jeu l'intérêt général, remettre au centre du jeu ce que nous sommes, nous journalistes, est une priorité en ce moment, dans un moment où les médias sont extrêmement concentrés. Dans un moment où les grands patrons, que ce soit Monsieur Bolloré ou d'autres, ont d'énormes pouvoirs sur la presse. Donc remettre au centre du jeu le fait que nous faisons partie, nous journalistes, à notre niveau, du système démocratique. C'est capital dans une période très tendue, très violente, où les médias sont très critiqués.